bonjour à toutes et tous. Eh bien, souvenez-vous, lors du tournage de mon film réalisé dans le Verdon pour célébrer les 10 ans de ma chaîne YouTube, de notre chaîne YouTube, pourrais-je dire, eh bien, j'ai fait la connaissance, la rencontre de Philippe Maquet, un vidéaste, photographe, passionné de nature et passionné notamment des fameux vautours fauves, véritable ambassadeur du Verdon. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de le rencontrer et aussi de l'écouter, nous parler évidemment de sa passion et son envie de partager. Pas tarder. Et bien voilà, Philippe est en place comme prévu. Salut Philippe. Attends, je pose ma caméra. Hop. Salut. Attends, je coupe mon moteur quand même. Bonjour Philippe. Bah ouais, et toi? Bah ouais, je vois ça. Merci de nous accueillir, moi et tous mes abonnés, dans ton merveilleux bureau. Les Gorges du Verdon, pour moi, c'est un beau terrain de jeu, parce que j'habite pas très loin, là, dans le Var, entre Grasse et Draguignan, donc du coup, ça fait une certaine proximité. Et j'ai découvert le Verdon en 1985, dans un cadre, j'étais pas encore branché, nature, intérêt, faune, flore, etc. Et pour la petite histoire, en fait, y a des vautours qui sont très présents dans cette zone, et le vautour, ça a été le premier oiseau pratiquement que j'ai pu observer en démarrant l'ornithologie en 1995. C'était pas dans le Verdon, il n'y en avait pas encore, c'était dans les Cévennes, où il a commencé à être introduit en 1987. Et du coup, pour moi, quand j'ai découvert qu'il y avait des vautours dans le Verdon, pour moi, ça a été... alors d'abord, ça rapporte une dimension au lieu qui est... le lieu est déjà incroyable. Ouais. Mais voir ces grands rapaces là qui volent, qui planent sans un battement d'aile, je trouve que ça rajoute une magie et une dimension au lieu qui est absolument phénoménale, quoi.
entend le bruit du vent dans les dingue. ailes, là, c'est extraordinaire ça. Alors ici, on est sur quel belvédère là? Là, en fait, on est sur le belvédère de Tresquer. Donc, il y a Tresquer bas et Tresquer haut. Moi, j'avoue que je connais un peu plus Tresquer haut parce qu'ils sont tellement à proximité. Oui. Et c'est les premiers belvédères qu'on rencontre depuis la route des Crêtes, qui part de la Palute sur Verdon. Et c'est un bon spot ici? En fait, comme on le disait, tous les spots sont bons. Oui, c'est vrai. Avec chacun un peu leur identité. Et puis, les espèces qu'on rencontre, bon, bien évidemment, les vautours. Là, on est dans une zone en fait où on a accès à les falaises d'en face avec une certaine proximité. Il y a beaucoup de nids qui sont assez visibles. Et du coup, moi, j'ai pris le parti de suivre un petit peu en image non seulement la colonie des vautours, mais leur reproduction. Et du coup, là, c'est très favorable parce que rien que par exemple sur ce petit périmètre, là, il y a 3 nids qui sont l'un à côté de l'autre. D'accord, ils nichent dans les cavités. Alors, voilà, ce sont des vautours, les vautours fauves, hein, qui sont vraiment spécialisés dans l'usage des falaises et des cavités pour se reproduire et pour y passer la nuit. Parce que ils sont protégés, en fait. Là, c'est des lieux inaccessibles pour les prédateurs. Et là, on a, depuis début janvier, fin décembre, début janvier, il y a eu les premières pontes. Et les oiseaux sont en train de couver. Donc il écouffe pendant combien de temps? Tu l'as peut-être déjà dit. Alors, c'est assez long, hein, c'est pratiquement 2 mois. On est sur entre 52 et 53 jours d'incubation. Ah oui, c'est quand même assez long. Oui. Et avec quasi aucune latence, où si l'œuf n'est plus à chaleur, à température satisfaisante, en fait l'œuf va avorter. Ouais, donc les oiseaux se relaient. Donc 52-53 jours d'incubation, sauf erreur. Et après, une fois que l'œuf, le jeune est né, il reste 4 mois au nid avant d'être en âge de s'envoler. Voilà, c'est inscrit dans la biologie de l'espèce. Ouais, d'accord. Ouais. Et puis, il y a aussi, pendant ces 4 mois, il a le laps de temps où il est complètement nourri par les parents, il est complètement dépendant. Et donc, c'est la phase d'émancipation. Et puis, les parents, ils ont aussi, ils arrêtent de nourrir. Donc, ce qui pousse le jeune à s'envoler. Oui, forcément, oui, c'est sûr. Mais en même temps, pour l'envol, c'est vraiment le besoin, la biologie de l'espèce de voler. Hein. Mais on peut considérer que ces 4 mois aussi, c'est l'apprentissage visuel, l'apprentissage mimétique, si on peut dire, où l'oiseau va appréhender comment ça fonctionne en fait. Mm-hmm. Donc il y a à la fois les gènes, et puis on voit au fil des mois, il va se muscler, il va s'entraîner à battre des ailes, puis quand il y a du vent, il va commencer à s'élever d'1 mètre, 2 mètres, et puis à un moment, c'est le grand saut, quoi. Et puis là, il n'a plus de choix, faut qu'il y arrive, quoi. Là, j'essaie de capter en fait le remplacement là, à l'image du couple au nid. En fait, le mauvais réflexe, c'est de vouloir regarder les oiseaux en vol. Et le truc, c'est de regarder l'oiseau au nid en fait et comment il observe les autres qui volent. Bon, à cette heure-ci, on a encore quelques vautours qui volent là, mais il y a vraiment des rythmes qui sont assez réguliers finalement. Bon, il y a toujours d'imprévisibles, mais soit ça décolle super tôt le matin, et parce qu'il y a du vent, parce que les conditions sont bonnes, et à ce moment-là, souvent, et principalement printemps-été, ils vont aller prospecter très loin. Mais en général, au bout de 4 heures, surtout en plein été, en fait, comme ils décollent très tôt, ils reviennent à la colonie. Et donc il y a toujours des créneaux horaires où en fonction des saisons, où ça circule beaucoup ou pas. Là, on est un petit peu dans le moment calme. Mais en gros, là, on a quand même quelques vautours qui volent. C'est plus favorable le matin, en gros. Hein. Mm-hmm. D'abord, il y a une belle lumière. C'est moins cru. Et puis, les comportements, c'est vraiment...
de faire des essais, savoir si ça vole. Donc des fois, il n'y a pas aucun oiseau en vol. Il y en a un qui se lance. Si ça ne monte pas, qu'il est obligé de battre des ailes, en fait, et souvent c'est ça, cette saison, il va se reposer. Mais ce qui est super intéressant, en fait, c'est que dès que ça commence à monter, en fait, les autres vont l'observer. Et tout de suite, là où ça monte, et d'un seul coup, en quelques instants, en fait, il peut y avoir 10 ou 15 oiseaux qui vont prendre les mêmes ascendances. Et c'est vraiment ça, c'est un comportement typique des vautours. On parlait tout à l'heure de coopération, de symbiose. En fait, ils ont un territoire tellement énorme à parcourir pour trouver leur nourriture. Donc, ils se nourrissent uniquement d'animaux morts. Le territoire est tellement énorme qu'ils ont à la fois une faculté avec une vue qui est extraordinaire. En fait, ils peuvent voir à 3000 mètres d'altitude. Les extrapolations qu'on en fait, en fait, ils peuvent voir un objet de 30 cm à 3 km d'altitude. C'est-à-dire qu'ils ont une vue panoramique. Au centre de la pupille, c'est une sorte de zoom. Et en même temps, s'ils devaient être tout seuls en fait, pour prospecter un territoire aussi grand, ils ne s'en sortiraient pas. Ils sont capables de surveiller leurs congénères qui sont sur un front extrêmement large. Donc ça multiplie les chances de trouver quelque chose. Et dès qu'il y en a un qui descend, ça veut dire qu'il y a de la bouffe. Et à ce moment-là, ils vont tous converger. Donc prospection pendant quelques heures. Et puis, en général, surtout en plein été, en fait, ils reviennent vers 14h, 14h30, avec toutes les marges. Hein. C'est jamais très précis, hein, mais tiens, il y en a. Ah là, ils arrivent plein face là sur nous. Là. Préparation d'un petit vol en tandem, on dirait. Ah, c'est pareil, quand on commence à connaître un petit peu leurs habitudes, on sait à peu près. Bon, il n'y a jamais de science exacte hein, dans la nature, mais on sait à peu près. Anticiper leur comportement. Par exemple, le vol en tandem, c'est un vol social pour renforcer les liens, soit des individus, soit de la colonie. Et en fait, on voit les oiseaux qui volent l'un au-dessus de l'autre. Alors il y a, je pense, une fonction sociale, comme je le disais, mais il y a aussi une fonction plaisir, parce que imaginez, je ne sais pas si vous avez déjà fait du parapente, mais l'expérience en fait de sentir l'air qui nous brasse comme ça. Et quand l'oiseau au-dessus, il se prend toutes les turbulences en fait de l'oiseau qui est en dessous. Et je pense qu'au niveau du plumage et de la circulation de l'air, ça va faire un truc limite plaisir du vol. Donc je pense qu'il y a à la fois la fonction sociale et puis en même temps le côté plaisir. Peut-être on peut se dire c'est très anthropocentré, mais voilà, on peut être aussi peut-être très anthropodécentré. J'aime bien ce terme, en se disant ce que l'humain ressent, pour quelle raison est-ce que les espèces ne le ressentiraient pas ? Bien sûr, là on croira bien qu'ils s'amusent là. En fait, les fonctions du vol social, des fois on a des balais aériens. Alors ici c'est 30, 40 vautours, mais moi je vais souvent en Espagne, des fois le ciel est vide. On est au pied d'une colonie de vautours et d'un seul coup il y a 300, 400 vautours en fait qui vont faire un balai aérien. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure et pouf, ça se repose. Ah, c'est dingue. Et puis quelques instants après, il y en a un autre qui s'envole et ça repart et c'est vraiment du spectacle permanent. On disait en rigolant, il se passe toujours quelque chose en fait à n'importe quelle heure. Ce qui renvoie une pub des années 80, en fait il se passe toujours quelque chose à la Samaritaine pour les anciens qui connaissent. C'est ça c'est générationnel comme tu dis. Dans la nature en fait, le simple fait d'être présent, c'est pas qu'on attend quelque chose en particulier, ou du moins c'est pas mon cas, mais on sait qu'il va toujours se passer quelque chose. Ouais, c'est obligé. Et il y a ce qu'on peut attendre en termes d'espérance, etc. Mais c'est toujours les surprises, en fait, et ce qu'on n'attend pas qui est le plus marquant. Et bon, les vautours, c'est un peu une valeur sûre. Hein. Il y a tellement d'activités tout au long de la journée, même si pendant 1 ou 2 heures, il ne peut rien se passer. Mais en attendant les vautours, pour moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que on est ouvert à plein de trucs. Et puis, un aigle royal qui est beaucoup plus rare, en fait, et assez peu commun à rencontrer, on peut le croiser, ou une chasse de faucon pèlerin, ou un petit passereau, comme on disait tout à l'heure, qui vient se nourrir. Et en fait, moi, ce qui me travaille et ce qui me choque à chaque fois, c'est les gens que je rencontre en repartant, et on partage le côté plaisir et tout ça. Et en repartant, ils me disent bon courage. Et moi, ça, à chaque fois, ça me fait halluciner. Tiens, encore un. Ah, super, là, juste au-dessus du Verdon. Un beau tandem, là, entre 3 individus. Magnifique. Avec les couleurs un peu laiteuses, là, aujourd'hui, du Verdon en contrebas.
Bon, après, il n'y a pas de miracle, hein. L'image, que ce soit la photo, la vidéo, c'est début de journée où là, on a une lumière qui est très limpide. Ouais, et puis, fin de journée, les lumières, il y a 2 jours, là, ou quand dimanche, non, un peu plus de 2 jours, là. On perd le fil du temps. Dimanche, c'était la pleine lune. Il y avait, alors je suis venu là pour le coup, ça je l'avais un peu anticipé, pour filmer la pleine lune parce qu'elle se lève juste derrière le mont Robion là. Et j'étais tombé dessus début décembre par hasard. Et là ça faisait des images mais vraiment extraordinaires. Et là je m'étais dit tiens je vais la préméditer un petit peu. Et c'était fabuleux parce que j'étais sur le belvédère de la Dandère, donc le belvédère au-dessus, où là on a une vue très large là, oui. Très large et puis qui va jusqu'au Mercantour. Et il y avait l'arrivée d'une perturbation qui arrivait du sud-est. Et on voyait la masse nuageuse en fait qui... Alors on le voit pas à l'œil nu, mais quand on a un peu l'habitude, moi je fais beaucoup de time-lapse et d'images en mouvement. Et en fait j'ai filmé toute l'arrivée de la perturbation, le lever de la pleine lune derrière le Robion, il y avait le coucher de soleil. Oh là là. Le truc mais complètement phénoménal, avec une lumière, une douceur dans les tons... c'est vraiment fabuleux. Attends, c'est pas fini parce que le lendemain matin, je me lève. Pareil, lever de soleil sur l'est, avec la masse nuageuse qui prenait un peu sur le soleil. Et vraiment, ça a été... Et il y avait le coucher de la pleine lune à l'ouest. Et j'ai fait une photo panoramique, en fait, où j'ai les deux, en fait, sur la même photo. Ah, génial. Et avec des ambiances, mais tout ça, c'est ça qui est extraordinaire en y passant du temps. C'est qu'on prend vraiment tous ces instants où on est présent, on est là et on n'attend pas particulièrement, mais c'est en permanence des surprises et puis des événements comme ça qui, des fois, ça dure une fraction de seconde. Hein, le petit rayon de lumière, le comportement du vautour. J'ai filmé il n'y a pas très longtemps, en fait, il y avait des vautours qui étaient posés parce que ça montait pas trop. Donc ils étaient posés en contrebas. et en fait, il y a tout un rituel comportemental. Il y a vraiment une hiérarchie et puis il y a une structure. En fait, il y a des règles à respecter chez les vautours. Et il y en a un qui est arrivé un peu trop vite et il s'est fait voler dans les plumes par les autres en fait parce qu'il les a surpris. Et donc il y a toute une sorte de chamaillerie qui s'est opérée là. Et ça, en fait, ça s'anticipe pas. Et moi, c'est ce que je trouve génial en fait en ayant l'énorme chance de pouvoir y passer du temps et en fait, je reste jusqu'à ce que j'en ai marre. Et puis, c'est souvent difficile de partir. J'allais dire, t'en as rarement marre. Mais on chope tellement de choses en fait qui sont imprévues, improbables. Et c'est ça un peu l'essence de cette notion de scène de vie. En fait, c'est de réussir à être là au bon moment et puis de capter et de déclencher surtout la scène voilà, ça. Quand ça se présente, quoi. Épisode de vol social là. Les vautours sont sympas là, ils m'ont pas démenti par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Le ciel était vide il y a quelques instants avec les fameux vols en tandem. Belvédère de la Carrelle. Donc sur la route des Crêtes, il y en a toute une succession. Les 2 premiers, c'est Tresquer. Il y a Tresquer bas et Tresquer haut. Là, c'est la Carrelle. Et puis après, alors il y en a un qui est un peu plus secret, qui s'appelle l'Escalès. Il faut marcher là pour le rejoindre. Et puis il y a la Dandère et après il y a le pas de la Bao avant de redescendre l'autre côté dans les gorges. Pourquoi celui-là ? En fait, celui-là, c'est certainement le belvédère que j'ai moins fréquenté. Parce qu'avant je venais plutôt en saison quand il y avait du monde et là c'est vraiment le hotspot pour l'escalade. Ah oui, d'accord. Et voilà, je trouvais toujours qu'il y avait un peu trop de monde, du coup je l'ai pas trop fréquenté celui-là.
Là, hors saison, je l'ai trouvé intéressant. Alors d'abord parce que j'ai parlé tout à l'heure du Ticodrome échelette, le petit oiseau migrateur, enfin migrateur partiel, qui descend des hautes montagnes quand les conditions sont trop rigoureuses et il vient hiverner ici. Et c'est, alors bon, c'est très subjectif, mais c'est là où potentiellement il est peut-être le mieux observable, parce on domine un petit peu les falaises, et du coup on peut l'avoir en plongée quand on a la chance exceptionnelle de pouvoir l'observer là. Et du coup, il y a aussi un autre oiseau, enfin il y a une sorte de triptyque. Il y a le merle bleu, le Ticodrome échelette, et puis l'oiseau qu'on a vu tout à l'heure, l'ascenteur alpin, qui sont 3 oiseaux qui vivent dans les reliefs et qui descendent hiverner ici. Donc du coup, ce belvédère, il est un petit peu plus favorable que les autres pour l'avoir, non pas pour les voir, mais pour les avoir un petit peu plus à proximité. Est-ce que les vautours fauves, ceux d'ici, peuvent aller jusque dans les Pyrénées? Complètement, tout à fait. Alors, le principe, en fait, sont que sont des oiseaux sédentaires et ils sont très longs avant d'arriver à maturité sexuelle. Le vautour fauve, c'est 4 ou 5 ans, sauf erreur, avant d'être en âge de se reproduire. Donc, les jeunes vont être ce qu'on appelle erratiques. Les adultes reproducteurs restent sur leur zone, leur colonie, mais les jeunes en fait vont explorer le monde, ils vont se former à travers le voyage et la découverte, et ils ont des capacités de vol qui sont complètement infinies, donc il suffit d'ascendance thermique, suffit, je dirais, qu'ils aient de quoi planer sans battre des ailes, et à ce moment-là ils parcourent des distances absolument phénoménales. Donc c'est des voyages initiatiques quasiment là. Ouais, on peut dire ça, vraiment le côté erratisme est ancré. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'en général, ils reviennent se reproduire quand ils arrivent à maturité sexuelle là où ils sont nés. D'accord. C'est-à-dire qu'après leur voyage, en fait, ils reviennent un peu comme l'alchimiste, ils refont leur boucle. Et pour donner une image, en fait, les lieux de réintroduction, donc le Verdon, la Drôme, le Vercors, les Cévennes, recréent des bassins, des arcs de circulation, en fait, jusque les populations des Pyrénées, même jusqu'à l'Europe de l'Est, parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a des vautours. Et les populations espagnoles sont très, très nombreuses, en fait. C'est très différent, en fait, entre l'Espagne et la France.
Et on a même retrouvé, puisqu'on bague les oiseaux pour pouvoir les identifier, et selon les observations qu'on fait, en lisant la bague, on arrive à savoir où ils sont nés et quel âge ils ont, quelles sont leurs voies de circulation. On en a retrouvé en Afrique du Sud. Ah oui, d'accord. Des populations européennes. Ah, c'est incroyable. C'est pour dire les capacités de vol qu'ils ont. C'est énorme, énorme. Là, il y a une image qui me motive. C'est au grand angle, en fait, quand le vautour arrive et passe à 4-5 mètres. Là, celle-là, je ne l'ai pas encore, cette image. Mais... Donc sur ce belvédère, on parlait un petit peu des identités, des spécificités. Moi, de mon point d'observation, en fait, c'est vraiment plutôt une lumière du matin, puisqu'on a le soleil qui se lève à l'est, un peu derrière. Et donc les façades, là, en plus, quand c'est dans l'ombre et puis que le soleil se lève, au fur et à mesure, l'ombre, elle tombe, c'est assez sympathique. Et par contre, voilà... fin de matinée, début d'après-midi, on commence à avoir un peu le soleil de face. Là, c'est un peu particulier. Là, on a une lumière comme c'est un peu nuageux. Il y a la lumière qui filtre et qui est moins brute. Mais pour les vautours, en fait, pour les avoir, souvent, ils arrivent de face comme ça. Donc, on a le soleil en pleine face et c'est moins confortable. Donc, du coup, c'est pour les créneaux d'après-midi, le belvédère de la Dandère est super bien indiqué parce que là, pour le coup, on a le soleil dans le dos. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et pareil, les couchants, là, avec la lumière qui vient le soleil qui vient éclairer les falaises, avec les ocres là qui ressortent, et puis les vautours en arrière-plan, ça fait des images absolument superbes, pas spécialement pour la photo ou la vidéo, mais pour l'œil aussi. Voilà, c'est ici que je vais prendre congé de vous, à Combes-sur-Artuby. Je pense qu'après avoir vu ce film, vous n'allez plus regarder les vautours fauves de la même manière. C'était le but. Je vous dis à très bientôt les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être heureux. Salut, à bientôt, ciao. Alors, comme promis donc, Philippe va nous parler de Biocène. Alors j'ai une question, mon cher Philippe. C'est d'abord, tu as parlé de panoramique. Je voudrais que tu m'expliques quel est le concept de panoramique qu'on va retrouver sur le site internet. Quand on arrive sur un territoire, en fait, on va pouvoir faire une ou plusieurs photos panoramiques à 360 degrés. D'accord, ouais. Et le principe, en fait, c'est qu'on a développé, alors là, c'est des arrière-plans techniques, mais on a développé un système qui permet d'incruster des contenus à l'intérieur de ces images panoramiques. Donc, en fait, dans l'image, on peut cliquer, il y a des petits icônes, c'est ça? Enfin, voilà. C'est ça. On a la photo panoramique dans laquelle on va pouvoir naviguer éventuellement à 360. On peut faire de la photo aérienne, de la photo au sol, enfin, il y a plein de possibilités. Et on a ce qu'on appelle des points infos
qui vont nous donner des informations contextualisées au lieu sur lequel on se trouve. Voilà, dans tous les domaines possibles et imaginables. Le principe du panoramique, en fait, c'est qu'on va s'immerger dans un territoire et qu'on va pouvoir entrer dans toutes ses richesses et ses composantes. La problématique essentielle, c'est que l'humain, dans sa construction, sa représentation, en fait, et principalement en Occident, on est sorti de cette notion d'environnement. Quand on a des problèmes écologiques, en fait, c'est qu'on ne respecte pas les règles du fonctionnement d'un écosystème. D'accord, oui. Et à travers ça, le principe de Biocène, c'est de dire on peut construire des sortes d'encyclopédies vivantes sur le territoire. D'accord. Et on va pouvoir interviewer les gens, les mettre en discussion, en dialogue. Oui, c'est bien, ça ouvre un peu le débat. C'est non conflictuel, en fait. Parce que par le virtuel, en fait, chacun peut exprimer son point de vue. Quand on parle de biodiversité, c'est à la fois la diversité biologique, les diversités culturelles, mais c'est aussi les diversités des points de vue, c'est les diversités des approches, des mondes, et tout ça, ça va pouvoir se croiser de façon complètement fluide. Et on considère que les gens sont intelligents et qu'en voyant cette diversité, en fait, c'est à eux-mêmes de se faire leur point de vue plutôt que d'apporter une vérité et de vouloir être dans un espace plus grand. Parce que tu parlais aussi que Biocène, c'était aussi le partage qui était très important. Mais ça veut dire qu'en fait, tout le monde peut partager ou comment ça se passe là? À chaque projet qu'on veut monter, on ouvre ce qu'on appelle une scène. Donc Biocène Portail, il y a une scène et un espace dédié à un territoire. Et dans cette scène, en fait, on peut donner des droits d'administration à des gens qui géraient le projet. On peut créer des réseaux locaux de contribution. D'accord. Chacun pouvoir apporter ses contenus, enrichir ou s'enrichir. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut participer finalement. Voilà, l'idée c'est... Bon, là, vous avez compris, hein, vous dans vos régions, s'il y a des choses à voir, à faire, allez sur le site Biocène, de toute façon vous allez piocher, hein, c'est bien ça. Vraiment le principe qu'on a voulu reproduire et qui reste encore amélioré. Non, là, il faut s'employer là quand même. En fait, on s'est dit, la nature, en fait, c'est quelque chose à la fois de mystérieux et là, on est posé sur 1 mètre carré. Si on commence à poser l'œil, on va voir des milliards de choses en fait. Ouais, c'est vrai. Si on n'est pas curieux, on va rien voir, on passe à côté de tout. Ouais. Donc c'est la réplique qu'on a voulu imaginer dans Biocène, le principe de balade virtuelle du voyage qui est une sorte de quelque chose qui me parle, ça. De quelque chose d'initiatique. Et puis tu vois, tu te balades en moto, tu fais des rencontres qui sont souvent complètement imprévues, improbables. Et c'est pareil avec la nature en fait. Si on est un tout petit peu ouvert, on voit des milliards de trucs qui sont complètement, qui font partie du lieu commun. Bah oui, regarde, moi qu'on ne sait pas observer dans mes petits films qui n'ont rien à voir avec Biocène, mais je peux être sur une petite route de montagne et je peux y passer pratiquement la journée pour filmer. Et bien ça, c'est l'esprit Biocène en fait. Mais oui, sans le savoir. Parce qu'on n'en a jamais terminé. Et donc l'idée, ce qu'on s'est dit, c'est on va commencer à ouvrir le regard, non pas avec on parle de transition, on parle de théorisation, de choses, mais en fait, on a juste perdu notre nature de curiosité, parce que la curiosité, en fait, ça dépasse la fascination et les représentations, on en a parlé dans le sujet. Et puis, quand on passe de la fascination à la curiosité, en fait, on va passer à la connaissance, et puis la connaissance va nous permettre de comprendre le monde, et comprendre le monde, c'est être acteur en fait des enjeux auxquels on est confronté, sur lesquels en général on capte rien du tout. C'est vrai. Et on se fait complètement dominer, manipuler par des gens en fait qui ont des intérêts à ce que rien ne change en réalité. Donc nous, la transition, c'est pas une transition technique ou technologique, c'est pas une transition basée sur le renoncement ou sur le côté négatif, c'est une transition de nos consciences et de nos manières d'être, de nous libérer finalement de tous ces environnements de contraintes. Et pour ça, on se rend compte que le modèle de la nature, il est extraordinaire. Bon, je pense que là, tu as tout dit. Parce que si je laisse parler Philippe, on en a pour 4 heures. Donc, en tout cas, merci pour tout. Merci déjà pour le film qu'on vient de voir, qui dure presque 1 heure. Je m'avance là. Il n'est pas encore complètement monté. Alors, donc, mais je pense, avec des magnifiques images qui ont été captées par Philippe. Ça, magnifique, c'est le public qui le définira. Voilà, puis vous jugerez vous-même. Et puis, donc le lien Biocène, tiens, je vais le mettre là, il s'inscrit là, mais il va aussi s'inscrire dans le descriptif, donc vous l'aurez aussi. Sur ces bonnes paroles, mes chers amis, nous allons prendre congé de vous avec Philippe. Et puis, soyez curieux, restez curieux, et n'oubliez pas d'être heureux, bien sûr. Salut, ciao. Moi, souvent, quand je rencontre des gens, on discute, et puis en partant, ils me disent bon courage. Et en fait, c'est comme si tu me disais, il faut de la patience pour vivre.